quelques tests à la loupe bien 95, et je vais commencer par un test qu'il m'est facile d'introduire, puisque ce test est un test que l'on a construit sur la loi binomiale. C'est pour ça que, contre toute attente, on l'appelle le test binomial. Alors voilà, une situation expérimentale que je prends en exemple, je suis à la Bienne 97. On a observé un phénomène, et ce phénomène, on se demande si il obéit aux lois du hasard ou pas. On se demande si ce phénomène est influencé par quelque chose de systématique ou pas. Par exemple, je vous ai dit il y a environ 3/4 d'heure qu'on pouvait soit modéliser les probabilités, alors il faut être sûr de son coup, que les postulations et tout, soit faire des probabilités empiriques. Là, supposons justement que je sois dans une situation où j'hésite un peu. Là, dans mon porte-monnaie, il y a une pièce que j'ai utilisée tout à l'heure parce qu'à la pompe à essence, je voulais avoir un café, et j'ai essayé dans le distributeur, et le distributeur m'a renvoyé la pièce. Je me suis dit, tiens, le distributeur est défectueux, ou bien c'est la pièce. Il y avait un autre distributeur à côté, j'ai essayé, il m'a renvoyé ma pièce. Puis il y avait un troisième distributeur, j'ai essayé, il m'a renvoyé ma pièce aussi. Je me suis dit, bon, cette pièce-là, ça doit être une pièce qui a un problème. C'est une pièce suspecte. Bon, maintenant, imaginez que, avec cette pièce, je joue 10 fois à pile ou face. Je joue 10 fois à pile ou face, et qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'il y a 7 fois pile et 3 fois face. Je me dis, 7 fois pile et 3 fois face, les distributeurs me l'ont rendu, ça doit être une pièce pas bien équilibrée. Il doit y avoir un problème. Comment est-ce que je vais faire pour décider si c'est une pièce bien équilibrée ou pas? Eh bien, pour ça, en fait, je dois tester une hypothèse. Je peux avoir l'hypothèse, cette pièce est mal équilibrée. Je peux avoir une autre hypothèse qui est, cette pièce est bien équilibrée. Prenons une hypothèse, cette pièce est bien équilibrée. Je vais l'exprimer autrement. Je vais dire, cette pièce a un comportement qui n'est pas différent d'une pièce bien équilibrée. Vous voyez, j'ai dit une hypothèse en disant qu'il n'est pas différent. Ça s'appelle comment ça? Une hypothèse nulle. Donc, je pose l'hypothèse nulle, la pièce est équilibrée. Je me pose la question de savoir si le comportement observé de ma pièce est conforme à l'hypothèse nulle. En formulant l'hypothèse nulle, je me suis donné un modèle. Ce modèle, c'est ma pièce est bien équilibrée, donc il y a moitié de pile, moitié de face. Le modèle que j'ai, c'est le modèle d'une équipartition. Puisque cette pièce est bien équilibrée, et si je joue un grand nombre de fois avec, je vais avoir autant de réalisations pile que de réalisations face. J'ai donc un modèle correspondant à mon hypothèse nulle. Le modèle, c'est 50-50 face pile. En face de ça, j'ai une distribution observée. 7 fois pile et 3 fois face. Et je me trouve donc dans la situation où je m'interroge. Est-ce que la distribution observée, 7 piles, 3 faces, est différente significativement de la distribution théorique, 5 piles, 5 faces? Pour répondre à cette question-là, qui est en fait un test, je dois développer une procédure de testing inférentiel. Comment est-ce que je vais faire pour savoir si cette distribution observée est différente de ma distribution théorique? Eh bien, je vais inventer le test qu'on appelle le test binomial. Regardez un petit peu à la Bienne numéro 98. À la Bienne numéro 98, je me suis donné la distribution binomiale pour tout nombre de réalisations observables dans un système où l'on tire 10 fois avec une pièce de monnaie bien équilibrée, pile face. Et donc, je vois que, par exemple, la probabilité, quand on tire 10 fois, de n'avoir que 2 faces, est de l'ordre de inférieur à 5 chances sur 100. La probabilité d'avoir 3 fois
est un petit peu supérieur à 10 chances sur 100. C'est ce que me dit ma distribution d'échantillonnage. Ma distribution, pardon, de probabilité. Bon. Donc ça, c'est la distribution de probabilité pour le cas où tout marche comme dans les livres. Mais moi, en expérimentant, ce que j'ai vu, c'est que sur 10 essais, j'en avais 7 d'un côté. Eh bien, vous voyez, je vais pouvoir localiser dans ma distribution de probabilité la réalisation que je viens de voir apparaître. Et c'est localisé par la petite flèche rouge. La petite flèche rouge, elle montre 7. Elle montre 7 réalisations. Il y a une autre flèche rouge qui est plus grande. Qu'est-ce qu'elle m'indique, la flèche rouge? Eh bien, la flèche rouge, elle m'indique ce qui est le plus probable, ce qui est le maximum de vraisemblance. Quel est le maximum de vraisemblance? Eh bien, le maximum de vraisemblance, c'est à peu près 25%. 25 sur 100. Vous voyez que le bâtonnet bleu du milieu, là, il est presque à 0,25. Alors, c'est intéressant ça, parce que ça me donne la valeur qu'il était le plus probable d'observer en jouant comme ça 10 fois. Est-ce que le nombre de réalisations que j'ai observées était celui-là, le plus probable? Non, non, c'était 7. Alors que le nombre le plus probable, c'est 5. Donc c'est un peu comme si j'étais dans une distribution d'échantillonnage T de Student. La valeur la plus probable sous l'hypothèse nulle, c'est 0, donc c'est la moyenne de la distribution d'échantillonnage. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? On localise la valeur que l'on a observée, et puis à partir de la valeur que l'on a observée, on va intégrer sur la courbe jusqu'à plus l'infini. Est-ce que je vais intégrer, moi, dans une distribution d'échantillonnage? Non. Qu'est-ce que je vais faire alors si je n'intègre pas? Mais je vais sommer, évidemment. Je vais additionner. Et donc, je vais partir dans le raisonnement suivant. Voilà. J'ai observé 7. Mais si mon système s'était comporté de la manière la plus probable, j'aurais observé 5. Quelle est la probabilité d'avoir quelque chose qui soit aussi différent de 5 que n'est-ce que j'ai observé avoir 7, ou bien plus différent encore? Eh bien, c'est la probabilité de 7, plus la probabilité de 8, plus la probabilité de 9, plus la probabilité de 10. Ça, c'est l'équivalent de l'intégrale sous une courbe dans une fonction continue de distribution d'échantillonnage. Comment est-ce que je peux calculer ma valeur du maximum de vraisemblance 5? Ben, ce n'est autre en fait que la moyenne de la distribution de probabilité. Ben, ça, il faut le savoir et je vous le dis, la moyenne d'une distribution de probabilité binomiale, c'est n, le nombre total d'expériences que l'on fait, multiplié par la probabilité correspondant à l'événement entendu, P. Et donc dans ce cas-ci, la probabilité c'est 0,5, on a tiré 10 fois, 0,5 multiplié par 10, ça donne 5. Donc, n, la moyenne de la distribution d'échantillonnage, égale np. Si vous voulez le savoir, l'écart type, c'est racine de npq. Voilà, les distributions de probabilité ont leurs propriétés qui vous étaient données quelques dias plus tôt, et sur lesquelles je ne me suis pas appesanti parce que ce n'était pas la peine. Alors, à la dia numéro 100, vous avez en fait la représentation symbolique en quelque sorte de ce que je viens de faire. La représentation de l'assimilation que j'ai faite entre une distribution de probabilité à gauche et une distribution d'échantillonnage à droite. Dans la distribution d'échantillonnage à droite, on calcule alpha par intégration. Dans la distribution de probabilité à gauche, on calcule alpha par sommation de probabilité. À part ça, c'est le même. À part ça, c'est un principe tout à fait identique. Et donc, on a remplacé quelque chose de continu, qui est la distribution d'échantillonnage, par quelque chose de discret, qui est la distribution de probabilité. Au lieu d'intégrer dans la distribution continue, on somme dans la distribution discrète. Je vous prends un exemple, dia 105, très vite.
Une classe contient 7 filles, 12 garçons. Allez, on disait que la probabilité d'une fille est égale à la probabilité d'avoir un garçon, c'est pas tout à fait vrai, mais bon. En admettant que ce soit vrai. Peut-on considérer que la classe, où il y a 7 filles et 12 garçons, recrute dans la population tout venant, moyenne normale, où il y a 50-50? On pourrait se poser la question, par exemple, dans un amphi de psycho en première année de bachelier, il y a plein de filles, il y a pas beaucoup de garçons. Alors quoi? Est-ce que c'est bien normal, ça? Ben non. Non. On ne peut pas considérer que c'est moitié-moitié. Donc, il doit y avoir des influences systématiques qui existent, lesquelles, on ne sait pas trop, on a des hypothèses, mais enfin, bon, voilà. Donc, on se pose une question de la même nature, à la dia 106. À la dia 107, on dit qu'on a donc, dans une catégorie 7, dans l'autre 12, pour un total de 19. Si on était sous les conditions de l'hypothèse nulle, on aurait dû observer 9 filles et demie et 9 garçons et demi, ce qui est difficile, enfin bon. Et donc on se demande si 7, 12 est différent de 9.5, 9.5. On pose ça dans les termes de la loi binomiale, petit a est égal à 7. La moyenne, n fois p, 9,5. L'hypothèse nulle de la répartition des valeurs observées, c'est 12, est statistiquement équivalente à la répartition des valeurs attendues, 9.5, 9.5. Autrement dit, la répartition, c'est 12, relève de facteurs aléatoires. On teste ça au moyen de la loi binomiale. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que pour la valeur de 7, on va calculer la probabilité, pour 6 aussi, pour 5 aussi, pour 4 aussi, pour 3 aussi, pour 2 aussi, pour 1 aussi, et pour 0 qu'il ne faut jamais oublier. Et si l'on somme tout ça, on va avoir une valeur de 0.1796. Ça, c'est donc l'équivalent du alpha. Et donc, si on passe par exemple à une probabilité à 2 issues, on va le doubler, on est à 0.35. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est significatif? Non, évidemment. 0.05, 0.01, 0.001 et tout le mal que j'en ai dit. Mais bon, non, on ne peut pas dire qu'il y a une différence qui est significative. On ne va pas pouvoir rejeter l'hypothèse nulle, on accepte l'hypothèse nulle. Et donc, on va dire que dans cet écart, le recrutement est banal, non biaisé, conforme à ce qu'est la population. Conforme à ce qu'est la population parente. Jusque-là, est-ce que ça va? Amon, ça va? Charleroi, ça va? Ça va. Charleroi, vous êtes toujours là? Oui. Ah, ok. Bon. Ah, j'ai une question, oui? Oh, ça, si vous me posez des questions sur ce que j'ai dit comme ça au fur et à mesure, je sais plus. Et donc, il faut que la modélisation... Non, on va reprendre. Donc, la modélisation, pourquoi? Donc, la modélisation, par exemple, 0.5 pour garçons et filles. Donc, il faut évidemment que la modélisation, elle ait un sens. Il faut que la modélisation, elle soit possible. Et il faut que, si elle a un sens et qu'elle est possible, qu'elle soit encore conforme avec la réalité. Je pense que c'est les 3 choses que je dois avoir dites. Donc, par exemple, quand j'ai pris la pièce de monnaie dont je vous ai dit que j'avais essayé 3 fois dans des distributeurs à café, mais là, ce que je dis, c'est que je commence à avoir un soupçon sur la validité de la modélisation. La modélisation qui n'est pas possible, c'est, je ne sais pas moi, quelle est la probabilité d'avoir une panne avec une C5 Citroën au bout de 3 ans et 10 mois, ce qui est mon cas. Je ne sais pas. Mais si j'achète beaucoup de Citroën que j'use jusqu'à la porte, ou bien si je questionne beaucoup de gens qui ont des Citroën C5 et qui vont me dire s'ils sont tombés en panne ou pas, je vais pouvoir apprécier la probabilité de tomber en panne au bout de 3 ans et 9 mois. Mais comment est-ce que je pourrais faire ça en utilisant
c'est pas possible, je ne sais pas modéliser ça, je ne peux pas traiter ça comme je traite des pièces de monnaie qui tombent soit d'un côté, soit de l'autre. Les déterminants, si vous voulez, sont beaucoup trop complexes pour que je puisse me livrer à une modélisation. Donc là, la modélisation, elle est impossible. Je suis obligé d'y aller par l'empiricisme. Et par exemple, le test binomial, c'est quelque chose qui va permettre de dire si une modélisation était applicable ou pas. Donc, j'ai ma pièce là qui a l'air d'avoir un comportement bizarre, donc je la suspecte, mais peut-être que j'ai tort de la suspecter. Peut-être que la modélisation 0.5.5 correspond bien à cette pièce. Le test binomial va me servir à ça. Il va me servir à dire si je peux apprécier son comportement par 0.5.5. Et dans l'exemple que j'ai pris, le test binomial dit oui, ça va, tu peux y aller, tu peux faire la modélisation comme ça a du sens. Si par contre on avait une différence significative, ça aurait signifié qu'il ne fallait pas se fier au modèle 0.5.5. Ok? Une autre question? Je n'ai pas compris. Oui? Est-ce que le P c'est toujours égal à 0,5? Ça dépend. Ça dépend de l'événement qu'on modélise. Si ici je me pose des questions sur le fait qu'une pièce de monnaie tombe sur pile ou surface, c'est 0.5. Si par contre je m'interroge sur le nombre de cœurs qu'on tire en un certain nombre de tentatives, mais là il y a un quart de cœur dans le paquet. Donc P ça va être égal à un quart. Donc ça dépend des événements. Ok?